C'est l'histoire d'un trésor, attisant les appétits les plus voraces. C'est un casque spectaculaire, ça se passe à Limoges. 2 plateaux estimés à plus de 6 millions d'euros. Malheureusement, ça arrive trop souvent. On est à au moins 100 000 euros. Ces derniers mois, les exemples de vol d'œuvres d'art dans les musées en France se sont multipliés. Ils ont pris 9 pièces où il y a tous les trésors des rois de France, Napoléon et de l'impératrice. Chaque année en France, une dizaine de tableaux et d'œuvres d'art est dérobée dans les musées. Si l'on pourrait échanger longtemps sur les moyens dont disposent ou non les musées pour préserver leur collection, la question pourrait aussi être ailleurs. Pourquoi s'attaquer à l'art ? Si les musées permettent d'exposer au plus grand nombre tous ces objets, symboles de notre identité partagée, la question se porte en fait plus sur la symbolique. Voler l'art. Pour tenter de le comprendre, je vous propose d'explorer l'exemple le plus terrible. L'entreprise la plus vaste de vol d'œuvres d'art sur le sol européen. Le régime nazi va déployer des efforts considérables pour capter les œuvres d'art les plus importantes à travers tous les territoires occupés, dont la France. Pourquoi Hitler et les nazis se sont-ils lancés dès le début de la guerre dans une entreprise de spoliation aussi vaste ? Pourquoi des peintures et des sculptures au milieu des chars et des obus ? Hitler s'est efforcé, en arrivant en pays conquis, de proclamer que les biens des collections nationales, les biens des collections privées, devaient être sous son contrôle. C'est absolument effarant de voir de quelle manière était prévue la rafle dans les collections nationales. Pour le comprendre, je vous propose de suivre le parcours d'une femme dans une épopée extraordinaire de Paris à l'Autriche, dans les années de l'occupation, pour découvrir comment elle, avec d'autres, ont lutté pour sauver un peu de la beauté du monde. Avant de plonger dans une histoire incroyable, laissez-moi vous parler d'une aventure incroyable, celle dans laquelle vous allez plonger grâce à World of Warship, notre partenaire. Pour ceux qui découvrent, World of Warship est un jeu de bataille tactique où vous pouvez prendre la barre de plus de 850 navires venant de 13 nations différentes. La France d'ailleurs a une flotte très fournie avec beaucoup de navires jouables, cuirassés, croiseurs, destroyers, porte-avions, bref, les modèles les plus emblématiques de la marine française. Alors ce qui m'a beaucoup accroché dans le jeu, vous vous en doutez, c'est son historicité, puisque les modèles que vous retrouvez à l'intérieur du jeu sont directement inspirés d'archives, de plans originaux, ou de schémas qui datent de la première moitié du XXe siècle. Le jeu trouve pour moi cet excellent équilibre entre fidélité historique, mais aussi plaisir du gameplay. Vous vous retrouvez directement à la barre d'un navire dans des batailles dynamiques avec un environnement qui évolue, des cartes variées et aussi une météo dynamique. Et pour pousser le curseur de ceux qui aiment l'histoire, sachez qu'il existe des missions en coop ou en solo que vous pouvez faire et qui reprennent des grands événements historiques tels que l'opération Dynamo, le réembarquement de Dunkerque donc, ainsi que l'opération du débarquement en Normandie. Alors le jeu est gratuit, disponible sur PC ainsi que sur console et même sur téléphone. Si vous voulez vous y mettre, surtout n'hésitez pas, il y a un lien en description qui vous offrira au moment de l'inscription de nombreux bonus in-game, donc foncez, c'est le moment, c'est maintenant, je vous laisse un tout petit peu de temps. Merci beaucoup à World of Warship en tout cas de soutenir notre travail, c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer des documentaires de cette qualité, donc merci beaucoup de leur confiance. Alors sachez que pour ceux que ça intéresse, on fera une découverte de World of Warship sur la chaîne Twitch dans les jours qui suivent la sortie de la vidéo. Merci à eux, très bon visionnage. Rose Valland, née le 1er novembre 1898 en Isère. Issue d'une famille plutôt modeste, sa mère la pousse pourtant à faire des études pour devenir institutrice. La jeune Rose, passionnée par les arts, intègre l'école des Beaux-Arts de Paris et l'école du Louvre, où elle étudie l'histoire de l'art et l'archéologie. Ce qui, et il faut le souligner, est franchement exceptionnel pour une jeune femme de son milieu. Rose se révèle comme une étudiante brillante, dont la rigueur et l'expertise en histoire de l'art sont reconnues par ses pairs. Pourtant, elle peine à trouver un emploi et ce n'est qu'en 1932, à l'âge de 33 ans, qu'elle décroche un poste de bénévole d'attaché de conservation au musée du Jeu de Paume à Paris. En 1932, le Jeu de Paume n'est pas encore ce musée consacré à la photographie, il est alors dédié aux écoles étrangères contemporaines. Rose Valland travaille avec le directeur du musée, André Desarrois, jusqu'à la mobilisation de 1939. C'est le moment où sa vie bascule, comme me l'explique Romane Spirin, historienne de l'art spécialiste de Rose Valland et de la protection du patrimoine en zone de conflit.
Il se trouve que le conservateur du jeu de paume, André Desarrois, va partir à la guerre. Et donc, Rose Valland va se retrouver plus ou moins, malgré elle, à la tête du jeu de paume. Et elle va notamment mettre en place les plans de protection des œuvres d'art, donc en 1939, lorsqu'il va falloir mettre à l'abri les collections publiques face à l'avancée des Allemands. Pourquoi protéger les collections publiques qui constituent l'héritage culturel national ? C'est à la fois un enjeu politique, mais aussi d'identité collective. Le pillage ou la destruction du patrimoine d'une nation est bien souvent instrumentalisé pendant une période de conflit pour asseoir la domination de l'occupant sur l'occupé. À l'aube de ce qui va devenir la Seconde Guerre mondiale, il y a donc la crainte justifiée que le régime nazi s'approprie les chefs-d'œuvre des collections françaises. C'est pourquoi le directeur des musées, Jacques Jaujard, orchestre un gigantesque plan de sauvegarde et d'évacuation des œuvres d'art. L'idée, c'est d'éloigner le plus possible les œuvres d'art des zones risquant d'être touchées par le conflit et l'occupation, dont la capitale et ses nombreux musées. Et donc, dès 1932, pas mal de dirigeants de musées européens commencent à sentir que peut-être il y aura des difficultés à venir et qu'il faut commencer gentiment à réfléchir à l'organisation, l'évacuation des musées nationaux. Alexandra Fleury est chargée de mission au domaine national de Chambord où elle a été la commissaire d'une exposition intitulée « Sauver un peu de la beauté du monde », consacrée à Chambord pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, on va tout d'abord demander à la plupart des musées du territoire de réfléchir à des listes d'œuvres prioritaires. Si toutefois la menace devenait réelle, quelles sont les œuvres à évacuer en priorité, comment s'y prendre, quelles sont les précautions à avoir pour les œuvres en question. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, ma foi, les choses se corsent. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. Il ne cache absolument pas ses intentions. Donc, ces expériences vont vraiment faire accélérer le processus de réflexion pour lequel les Français ont déjà isolé 11 dépôts potentiels dans le centre et dans l'ouest du pays, imaginant que la progression des Allemands sera stoppée suffisamment rapidement pour que ces sites restent en pleine sécurité. Ce réseau de dépôts, c'est la clé de voûte du grand plan d'évacuation imaginé par Jacques Jaujard. En un temps record, il organise à l'été 1939 l'évacuation et l'exode de plus de 4000 œuvres du Louvre. Rose Valland, en tant que responsable d'un musée national, participe au grand plan d'évacuation des œuvres. Elle organise l'évacuation des collections du jeu de paume et accompagne les convois vers certains de ces dépôts situés dans les châteaux de la Loire, comme Chambord. Alors, pour bien comprendre le plan de Jaujard et tout le processus autour des dépôts, je te propose de suivre une œuvre en particulier et son trajet, une œuvre pas très connue, la Joconde. Pas mal quand même. Pas mal. Là on est vraiment très bien. C'est vraiment ouf d'avoir la Joconde pour nous tout seuls. Et surtout quand tu connais son histoire, en plus de ça, à travers l'histoire, à travers aussi la période qui nous intéresse là, c'est fou. En fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais trop pris le temps de regarder la Joconde. Parce qu'en fait, t'as tellement de monde à chaque fois, t'es déjà très loin, t'es beaucoup plus loin que ce qu'on est là. Et il y a tellement de monde à chaque fois, je me dis bon, allez, le Louvre est quand même assez grand, il y a d'autres choses à voir. Donc j'ai jamais pris le temps de regarder la Joconde. C'est pas mal. Le Louvre ferme dès le 25 août. Donc vraiment de façon très prématurée pour pouvoir avoir le temps de tout décrocher, tout emballer, tel que les choses avaient été arbitrées et presque chronométrées déjà au préalable. Et on va décrocher des milliers d'œuvres en 2 jours et demi. Et le 28 août, le premier convoi part du Louvre à 6h du matin, destination Chambord, avec la Joconde à son bord. La Joconde n'est bien sûr pas la seule à devoir quitter précipitamment les 6 messes du Louvre. C'est un chantier considérable, documenté par des photos assez dingues et qui donne une petite idée de la démesure du plan de Jaujard. Nous devant la victoire de Samothrace, qui est vraiment l'une des œuvres les plus emblématiques du Louvre, emblématique de la période hellénistique. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'au moment de l'évacuation du Louvre et des images qu'on a de la période, de ce moment-là, en 1940, on voit vraiment l'œuvre être déplacée. Et c'est tellement difficile de déplacer une œuvre comme celle-ci, mais là, la situation l'imposait.
Et donc c'est assez dingue de voir des œuvres comme celle-ci déplacées à ce moment-là, et les images sont encore plus folles. Toutes ces photos m'ont donné envie de faire réagir Vincent de Lieuvin. Il est conservateur au département des peintures du musée du Louvre. J'ai choisi celle-ci, où l'on voit le célèbre tableau de Géricault, le radeau de la Méduse, à l'envers et évacué du Louvre dans la précipitation, cet été 1939. Ça me fait frémir parce que c'est un tableau très fragile, de très grand format, et il fallait vraiment qu'on soit en face au mur pour se lancer dans ce genre d'opération, hein. C'est un tableau, le radeau de la Méduse de Géricault, qui est très fragile, hein. Et effectivement, la décision avait été prise de ne pas le rouler tellement il est fragile. On en avait roulé d'autres, les Noces de Cana par exemple, qui sont encore plus grandes, avaient été roulées. Mais celui-ci, on l'a sorti comme ça et on n'imagine pas dans ce... Après, on sait ce qui s'est passé. On avait réutilisé des camions qu'utilisait la Comédie Française pour des grands décors. Et donc, c'était quand même un mouvement, c'est terrifiant, moi je trouve ça terrifiant de voir ça. En plus, vous avez vu les têtes bêches, il est à l'envers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis on sent vraiment les gens inquiets sur la photo. Oui, ils sont aussi inquiets que les gens dans le tableau. C'est quelque chose qui va pas. La Joconde, elle, a droit à bien plus d'égards. Les œuvres du Louvre sont identifiées par un système de points colorés, avec 1 ou 2 points rouges pour les plus prioritaires. La Joconde est la seule à avoir 3 points rouges sur sa caisse. Son emballage et son transport vers Chambord font l'objet de toutes les attentions. Déjà, elle voyage toute seule dans sa caisse. La plupart des autres œuvres devront partager la caisse avec d'autres. Elle est toute seule. Elle a un papier hydrofuge. Elle a aussi un autre qui permet une protection supplémentaire. Elle est dans une petite mallette en bois précieux. Et le tout est mis dans une caisse à double fond, de façon à minimiser les chocs. Et lorsqu'elle voyage, on fait vraiment très attention à cette vieille dame. Elle est dans une voiture dans laquelle on a installé un système de suspension comme dans les ambulances. Et il y a une voiture devant et il y a un camion de secours derrière. J'ai donc suivi les traces de la Joconde, de Paris jusqu'à son premier arrêt, Chambord. Ce célèbre château de la Renaissance, construit par François Ier au début du XVIe siècle, devient une véritable plaque tournante par laquelle transitent des milliers de caisses d'œuvres d'art, évacuées des musées parisiens, avant d'être redirigées vers d'autres dépôts. À l'origine, Chambord devait être l'un des principaux dépôts d'œuvres d'art, mais il se révèle finalement assez peu adapté, trop grand par rapport au nombre de gardiens, plutôt labyrinthique, et donc difficile à sécuriser avec des fenêtres qui ne ferment pas et du bois partout, ce qui fait craindre les incendies. Malgré tout, la surface utile est telle qu'on va renverser un peu la tendance et l'utiliser pendant jusqu'à la mise en place de la ligne de démarcation comme premier lieu dans lequel on amène, mais depuis lequel, quelques jours plus tard, tout repart, une sorte d'escale en fait. Et finalement, ça deviendra un dépôt à part entière quand la ligne de démarcation est arrivée, que Chambord est du mauvais côté, et que là, la question se pose. Est-ce qu'on réévacue tout ce qui reste? Il reste encore 2000 caisses. Il y a un risque énorme. Ou est-ce que finalement, fichu pour fichu, on croise les doigts et on laisse tout là, et alors on en prend d'autres. Et c'est cette option qui est choisie. À tel point qu'en juin 1944, il y a 4000 mètres cubes de caisses qui sont stockées à Chambord, et je ne compte pas les œuvres qui ne sont pas emballées et qui sont dispersées elles aussi dans le château. Pour donner une ordre d'idée, 4000 mètres cubes de caisses, ça représente 2 piscines olympiques remplies, ou si on transpose ce chiffre à Chambord, les bras de croix du rez-de-chaussée, ces grands vestibules dans lesquels les visiteurs déambulent quand ils arrivent ici, remplis jusqu'au plafond. La Joconde ne va passer que quelques mois dans cette immense gare de triage d'œuvres d'art qu'est devenue le château de Chambord. Elle reprend ensuite la route, toujours dans sa caisse marquée de 3 points rouges et avec sa garde rapprochée. Un voyage qui durera tout le temps de l'occupation.
La Joconde a un parcours vraiment particulier. Elle se déplace peut-être un peu plus que la plupart des œuvres qui vont être mises à l'abri pendant la guerre, parce que vu que c'est la priorité des priorités, dès que la zone commence à devenir un petit peu dangereuse, celle en tout cas dans laquelle elle est entreposée, on n'hésite pas et on la déplace. Et on va la déplacer de dépôt en dépôt. Cette pérégrination de la Joconde est vraiment emblématique de la pérégrination des œuvres, contrainte en fait de bouger à nouveau, d'être évacuée à nouveau vers de nouveaux lieux face à l'avancée des Allemands qui n'était pas prévue, puisqu'on avait une relative confiance dans la ligne Maginot. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et bon honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. C'est le début de l'occupation. Le régime nazi prend ses quartiers dans la capitale. Rose Valland, elle, est de retour à Paris, après avoir accompagné des œuvres d'art en lieu sûr. Le Jeu de Paume, en partie vidé de ses collections, n'est plus que l'ombre de lui-même et se fait réquisitionner par l'occupant. Dans ce contexte, Rose Valland a toutes les difficultés à se faire réembaucher à son ancien poste. Mais il est crucial qu'elle réussisse à revenir au Jeu de Paume. Jacques Jaujard, directeur des musées nationaux, a besoin de quelqu'un sur place pour être ses yeux et ses oreilles, afin d'espionner les nazis. Eh bien, on va au Jeu de Paume, puisqu'il va se passer beaucoup de choses au Jeu de Paume. Et pourquoi Jacques Jaujard a besoin d'un espion, d'une espionne là-bas? Pour ça, il faut que je te donne un petit peu de contexte. En gros, dès 1940 et l'arrivée des Allemands dans Paris, ils vont commencer à mettre en place une spoliation globale des œuvres qui se trouvent dans les collections privées de familles juives, évidemment. Et ça, c'est contre toutes les conventions régissant les lois de la guerre. Il y a deux conventions, donc les conventions de La Haye de 1899 et 1907, qui ne sont pas dédiées au patrimoine, mais dans lesquelles on va inclure dans le droit de la guerre quelques articles sur le patrimoine, notamment sur la destruction et le pillage des biens culturels. Ce sont les deux premières conventions qui encadrent internationalement cette protection du patrimoine et notamment l'interdiction de voler, de disposer des biens culturels privés. Et les biens de l'État sont considérés à cette époque-là comme de la propriété privée. Mais Hitler ne respecte pas ces conventions internationales. En fait, l'un de ses rêves est de créer le plus grand musée du monde à Linz, rassemblant les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Et pour cela, il n'a aucun scrupule à mettre la main sur les œuvres qui l'intéressent dans les pays occupés, qu'elles proviennent de collections publiques ou privées. Et si pour les collections publiques françaises, il y a des plans de sauvegarde, ce n'est pas le cas des collections privées qui intéressent le Reich, notamment celles des familles juives. Hitler édite des ordonnances qui permettent de réquisitionner leurs biens, des lois qui seront renforcées par le régime de Vichy dès le mois d'octobre 1940. On a notamment une loi qui oblige tout propriétaire d'une œuvre d'une valeur supérieure à 100 000 francs à la déclarer, ce qui permet également d'avoir une certaine cartographie de ces œuvres. Et très vite va être créée une entité spéciale, l'ERR, donc l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, qui va être dirigée par Rosenberg et voulue par Hitler, et qui va être vraiment spécialement dédiée à cette question des spoliations des familles juives, des collections privées de manière générale. L'ERR, cette entité chargée de piller les collections juives, va prendre ses quartiers au musée du Jeu de Paume. Le lieu devient une véritable plaque tournante de toutes les œuvres spoliées, qui transitent ici avant d'être expédiées en Allemagne ou vers d'autres destinations. Ce musée est par ailleurs très pratique puisqu'il est relativement isolé, il est au bout du jardin des Tuileries, un peu à l'écart du Louvre, et donc ça permet également de mener toutes ces actions en toute discrétion. En fait, Rose Valland, elle a un rôle primordial au Jeu de Paume. En fait, elle est missionnée par Jacques Jaujard d'espionner ce qui se passe à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est la spoliation des collectionneurs privés juifs français depuis le début de l'occupation en 1940. Donc, elle est la seule collaboratrice scientifique française qui fait le lien entre les équipes techniques françaises et l'équipe allemande qui s'occupe du lieu. Et donc, elle est là pour observer, pour rapporter. Et ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que c'est quand même une petite femme discrète, qui ne fait pas trop de vagues. Et c'est vrai que pour être espionne, pour ne pas se faire remarquer, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Elle va, dans un premier temps d'ailleurs, être affectée au bureau du téléphone, puisque ne soupçonnant pas sa maîtrise de l'allemand, on ne se méfie pas d'elle. Et elle va pouvoir ainsi recueillir des informations
notamment sur les collections qui arrivent, puisqu'elle les voit également arriver, mais également sur les noms des familles spoliées et sur la destination de ces œuvres. Et elle va, sur plein de petits papiers, pendant des années, essayer de noter un maximum d'informations qu'elle garde sur elle pour ne pas être prise en flagrant délit, qu'elle ramène à la maison, qu'elle recopie d'une graphie plus distincte, de façon à les remettre à Jacques Jaujard 2 fois par semaine. Et lui collecte les informations. Peut-on appeler espionnage le désir de savoir ce qu'il advient des biens culturels de son pays ? La liaison fonctionna toujours parfaitement. Il n'y eut jamais de fausses manœuvres. Si je m'étais laissé deviner, nul doute pourtant que mes chefs et amis n'en aient ressenti le contre-coup. Les uns et les autres en étions conscients, sans nous le dire. Mais en temps de guerre, n'est-on pas toujours en sursis de quelque danger ? Évidemment, elle se rend compte des risques qu'elle encourt. Elle essaye d'être le plus discrète possible. Elle sait qu'elle risque gros si elle se fait prendre en train d'espionner. À plusieurs reprises, elle va se faire prendre sur le fait, mais de faits mineurs, non d'espionnage. Et évidemment, il ne soupçonne pas tout ce qu'elle met en œuvre. Donc elle va se faire congédier à 4 reprises du jeu de paume, mais elle reviendra malgré tout à chaque fois, puisque évidemment elle est d'un caractère tenace. L'objectif pour l'ERR, c'est de faire du jeu de paume une station de triage en fait, pour les œuvres d'art, soit à destination des musées en Allemagne comme le grand musée de Linz prévu par Hitler, ou pour les collections privées des dignitaires nazis. Donc ça, c'est pour les œuvres qui plaisent justement aux nazis et qui rentrent dans leurs critères. Ou sinon, il y a d'autres types d'œuvres qui, elles, en revanche, sont un petit peu moins au goût des dignitaires nazis. Il faut dire aussi que dès la publication de Mein Kampf, Hitler est très clair quant à son grand programme qui veut retourner à un empire germanique pur, ce qui passe non seulement par l'élimination des Juifs, entre autres, mais aussi l'éradication de cette culture, ce qui passe par la suppression de leurs œuvres, ainsi que des œuvres qu'il estime être dégénéré. Je mets des guillemets puisque c'est la transcription littérale du terme allemand, Entartete Kunst. L'art dégénéré, c'est le terme imposé par le régime nazi pour parler de l'art moderne et les avant-gardes artistiques du XXe siècle. C'est une expression très violente qui assimile ces formes artistiques à quelque chose de malsain et d'immoral qui menacerait la pureté allemande. Dans ce que les nazis considèrent comme de l'art dégénéré, on retrouve des artistes comme Wassily Kandinsky, Otto Dix, Käthe Kollwitz, mais aussi Vincent van Gogh, Suzanne Valadon, Pablo Picasso ou encore Henri Matisse. De leur côté, les nazis prennent un goût assez conservateur et qui puise son inspiration dans l'Antiquité gréco-romaine et la peinture des XVIIIe et XIXe siècles. Saisir et détruire publiquement ce qui n'est pas conforme à ce goût nazi est là encore une forme de contrôle politique et culturel de la part du Troisième Reich. Certaines vont être gardées pour monnaie d'échange, puisqu'on se rend compte qu'elles peuvent être vendues à l'étranger, notamment beaucoup vont être vendues en Suisse, afin d'alimenter l'économie de guerre. Pour les œuvres qui ne sont pas vendues comme monnaie d'échange, elles vont être tout simplement détruites. Et Rose Valland nous rapporte notamment l'épisode assez marquant d'un autodafé qui a lieu sur la terrasse du jeu de paume, donc dans le jardin des Tuileries, où des centaines d'œuvres d'art moderne, dont des Picasso, des Fernand Léger, vont être détruits et brûlés. Le 27 juillet 1943, une colonne de fumée s'élevait avec persistance de la terrasse des Tuileries. Des servants entretenaient ce bûcher avec des soins attentifs qui semblaient participer au rituel d'un sacrifice. Une sentinelle en armes surveillait la scène et en empêchait l'approche. Des tableaux modernes, environ 5 ou 600, brûlaient au cœur même de Paris. Ces autodafés ne doivent pas faire oublier que les œuvres d'art moderne les plus cotées sur le marché de l'art sont clairement identifiées et isolées dans une partie du jeu de paume en attendant leur revente. C'est une salle un peu à l'abri des regards que Rose Valland surnomme la salle des martyrs. Alors, tu vois, le jeu de paume, c'est pas uniquement un lieu de triage, c'est aussi, et Rose Valland va en parler, ça c'est vraiment assez dingue, c'est aussi un showroom. En gros, les dignitaires nazis vont venir faire un peu leur marché de l'art, récupérer des œuvres qui leur plaisent. Et il y en a un qui est très important, qui va profiter de ce que fait le RR pour remplir ses propres collections, un certain Hermann Göring. Aux dignitaires nazis, très proches du pouvoir, très proches d'Hitler, une certaine passion pour l'art, pour le collectionnisme.
Et il présente lui-même sa collection comme la plus grande d'Allemagne, sinon d'Europe. Et donc très vite, il voit dans l'ERR la possibilité d'enrichir sa propre collection personnelle et va s'immiscer petit à petit dans les affaires internes de cette entité. Il va venir à plusieurs reprises et assez régulièrement au Jeu de Paume pour visiter diverses expositions qui seront organisées pour lui, afin qu'il puisse choisir pour sa collection personnelle et également pour Hitler des œuvres d'art. Note du 29 janvier 1942. Il est parti ce jour-là avec les peintures et les dessins des artistes suivants. Renoir, 3. Peinture Monet, 5. Courbet, 3. Toulouse-Lautrec, 1. Pissarro, 1. Van Gogh, 1. Degas, 4 dessins. Ingres, 2. Corot, 3. Cézanne, 3 aquarelles. Seurat, 2 dessins. Daumier, 1. Göring fait son marché pour sa propre collection, mais il vient aussi sélectionner les chefs-d'œuvre destinés au musée d'Hitler à Linz. Parmi eux, il y a un tableau qui est particulièrement intéressant parce qu'il résume à lui seul les étapes bien rodées de ce système nazi de spoliation massif. L'Astronome du peintre néerlandais Johannes Vermeer. Aujourd'hui, c'est l'un des trésors du Louvre, mais en 1940, le tableau n'est pas encore dans les collections du musée. Il appartient aux Rothschild, une famille juive célèbre pour son incroyable collection d'œuvres d'art. Ce Vermeer, c'est l'un de leurs joyaux. Et Hitler connaît parfaitement son existence, c'est même l'un de ses tableaux préférés. Aussi, il ne rêve que d'une chose, se l'accaparer pour son futur musée. La collection Rothschild est l'une des premières pillées par l'ERR dès l'été 1940, et ses œuvres se retrouvent bien vite au Jeu de Paume. C'est là que Göring vient faire son marché. Grand fan de Vermeer, il aurait bien voulu prendre l'Astronome pour lui, mais il connaît l'amour d'Hitler pour ce tableau et est bien obligé de le lui réserver. Comme toutes les œuvres choisies par Göring et ses sbires, l'œuvre est ensuite placée dans une caisse, marquée d'un H pour indiquer son futur destinataire, et expédiée en Allemagne ou en Autriche dans un dépôt, en attendant la construction du musée de Linz. Mais ce dernier ne verra finalement jamais le jour. À force de recouper les informations, Roswalland parvient à comprendre les codes utilisés par les nazis et à identifier les différents lieux de dépôt. L'un des principaux se trouve dans le château de Neuschwanstein, en Bavière. Quant au Vermeer, il est expédié dans une mine de sel à Altaussee. Retenez bien ce nom, nous en reparlerons. Sans le travail acharné de Roswalland, l'Astronome de Vermeer et des milliers d'autres œuvres se seraient tout simplement évanouis dans la nature, sans espoir de les retrouver. Donc Roswalland, finalement, ne fait pas partie de la résistance officielle telle qu'on l'entend. Néanmoins, son action est évidemment une action de résistance civile. Elle a du mal, vraiment, à ne pas voir la réalisation immédiate de tous ses efforts. Elle aimerait évidemment qu'on stoppe tout ça. Elle aimerait que les œuvres restent en France, qu'elles ne disparaissent pas dans la nature. Mais Jojard a un autre plan. C'est un plan sur l'avenir. Il se dit que lorsque la guerre sera terminée, si la France la remporte, on aura la liste de tout ce qui en est parti, du moins des biens les plus précieux, et on pourra peut-être plus facilement les récupérer et les rapporter aux collectionneurs ou, s'ils n'existent plus, à leurs ayants droit. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est le tout dernier train, puisque là, il n'y a plus rien à préserver d'autre, que Roswalland et Jacques Jojard réussiront à bloquer grâce à la résistance. C'est l'histoire incroyable du train d'Aulnay, que Roswalland raconte dans ses mémoires et qui servira d'inspiration pour un blockbuster de 1964, avec Burt Lancaster, Jeanne Moreau et Suzanne Flon dans le tout petit rôle de Roswalland. En 1944, quand les Alliés gagnent du terrain et que les Allemands voient se profiler la libération de Paris, Roswalland assiste à une scène puisque les Allemands, pris d'un vent de panique, vont charger 148 caisses d'art moderne. Roswalland, voyant cette dernière action se profiler, va alerter le plus vite possible Jacques Jojard, puisqu'elle a pu récupérer l'information concernant les numéros des wagons dans lesquels ces 148 caisses seront entreposées.
Et donc le train qui est chargé de ces caisses va être arrêté entre le 2 et le 28 août 1944, donc sur une assez longue période, grâce à la résistance des chemins de fer qui va prétendre différents prétextes, différentes pannes, différents problèmes techniques. Les Alliés arrivent et finalement c'est les Français qui vont voir arrêter ce chargement. Mais cette dernière action de Roosevelt achève de la démasquer. Elle est perçue comme un témoin de plus en plus indésirable, au point que les nazis prévoient sa déportation et son exécution. Mais ils n'auront pas le temps de le faire. En pleine débâcle, le RR charge jour et nuit des convois d'œuvres vers l'Allemagne, alors que les véhicules manquent pour les troupes d'occupation. Ce qui en dit long sur l'importance que l'état-major accordait à cette entreprise de spoliation. À la Libération, Roosevelt dénombre au moins 100 000 œuvres spoliées, soit un tiers des collections privées françaises. Un chiffre sûrement bien en deçà de la réalité et qui ne compte ni les objets d'art, les meubles ou les bibliothèques. Et grâce aux précieuses informations qu'elle a collectées pendant toutes les années d'occupation au péril de sa vie, on sait exactement où chercher pour récupérer toutes ces œuvres. En novembre 1944, va être mis en place la CRA, la Commission de récupération artistique, qui est donc une entité qui a pour but, ni plus ni moins, de récupérer l'entièreté des œuvres qui étaient spoliées à la France et aux familles juives. Début de l'année 1945, elle va s'engager dans la première armée française, qui lui permet d'aller directement en Allemagne et en Autriche, dans le cadre de la commission de récupération artistique. Durant plusieurs années, Roosevelt va parcourir les différents dépôts pour retrouver les œuvres. C'est un exercice de diplomatie internationale, car les Alliés se sont répartis les territoires allemands en différentes zones d'occupation. Elle doit donc collaborer avec les Britanniques, très à cheval sur les procédures, et surtout avec les Américains, comme les célèbres Monuments Men, emmenés par le directeur du Metropolitan Museum, James Rorimer, à la tête de 345 hommes, quand Roosevelt et les Français ne sont qu'une trentaine. Mais les choses se compliquent davantage en zone soviétique. Du côté soviétique, les récupérations sont plus compliquées, puisqu'en effet, ils adoptent une stratégie de réparation. C'est-à-dire que les œuvres qui se trouvent, les biens culturels qui se trouvent dans leur zone de contrôle vont être récupérés par les soviétiques en compensation des œuvres qui leur ont été spoliées. Et donc les Russes qui veulent garder les œuvres qui se trouvent dans leur zone vont avoir plus de mal à collaborer, notamment avec Roosevelt, qui va devoir redoubler d'ingéniosité pour pouvoir leur parler et les convaincre. Elle évoque notamment le fait qu'une bouteille de cognac est parfois nécessaire afin de détendre l'atmosphère et arriver à négocier. Dans les principaux dépôts d'œuvres d'art spoliées par les nazis, il y a le château de Neuschwanstein en Bavière et la mine de sel d'Altosee en Autriche. C'est là que l'on retrouve la piste de notre astronome de Vermeer. Pourquoi des mines de sel ? Déjà, d'une part parce que ce sont des lieux cachés, à l'abri des regards, mais on se rend aussi compte que ce sont des lieux qui permettent une assez bonne conservation des œuvres d'art au final, puisque l'atmosphère est assez stable. En effet, il faut aussi avoir à l'esprit que les œuvres d'art qui étaient transportées étaient pour la plupart destinées au musée d'Hitler à Linz. Donc le but était également de les conserver dans de bonnes conditions. Mais la pugnacité de Roosevelt, ses méthodes de travail et sa grande liberté d'action dérangent. Malgré leur efficacité évidente, il faut dire que la mission de récupération artistique française retarde le processus de réunification de l'Allemagne qui permettrait de faire front contre la montée du stalinisme. En février 1952, Roosevelt se voit retirer son véhicule de fonction. C'est la fin de sa mission, elle doit regagner son administration d'origine. À son retour, elle a bien du mal à retrouver sa place, après 2 années de flottement. Grâce à Jojard, elle est nommée en 1955 à la tête d'un nouveau service, le SPOA, le service de protection des œuvres d'art. C'est un tout petit service qui compte juste 5 personnes, un chiffre qui semble dérisoire vu l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir pour restituer les œuvres spoliées à leurs propriétaires légitimes.
Un travail fastidieux, surtout quand les familles dépossédées ont été assassinées et leurs archives disparues. En attendant de retrouver les ayants droit, ces œuvres sont conservées par les musées sous un numéro d'inventaire particulier. C'est ce qu'on appelle les MNR. Donc là, on est dans l'aile Richelieu du Louvre, et toutes les œuvres que tu vois autour de moi, c'est des œuvres donc MNR. Et donc elles sont conservées ici dans ces petites pièces. Et je trouve que c'est assez bizarre d'être là parce que tu te dis que c'est des œuvres un peu échouées, je ne sais pas trop comment dire, mais qui attendent peut-être de retrouver des propriétaires. En tout cas, le Louvre fait tout pour que ce soit le cas. Et pour en parler, on va retrouver Vincent de Lieuvin, qui est justement en charge de la question des MNR au Louvre. Ce sont en fait les objets. Ici, on a des tableaux, mais il y a aussi des sculptures, des objets d'art. Ce sont tous les objets qui sont revenus après la Seconde Guerre mondiale en France. C'est assez considérable parce qu'on estime qu'il y a environ 100 000 objets qui ont été spoliés entre 40 et 45, et environ 60 000 objets ont pu être réexpédiés en France. Alors, les MNR, c'est toute une petite partie parce que c'est ce que l'administration a décidé de garder, une sorte de reliquat de toutes ces œuvres, puisque l'essentiel en fait a été restitué quand même, heureusement. Sur les 60 000 objets qui sont revenus en France, 45 000 ont été restitués, et le reste, une partie a été vendue, 13 000, et on en a gardé environ 2 000. Et aujourd'hui, au Louvre, on en a environ 1 600. Toutes ces œuvres attendent de retrouver leurs légitimes propriétaires ou leurs descendants. Mais cela demande un véritable travail d'enquête qui se révèle particulièrement compliqué. Si aujourd'hui on peut accéder facilement à des milliers de catalogues de vente ou d'archives numérisées, ce n'était pas le cas du vivant de Rosevalent, où cette recherche de provenance était particulièrement fastidieuse. Elle est l'une des dernières à s'obstiner à vouloir rendre justice aux familles spoliées. Après elle, les musées français sont restés dans une posture plutôt attentiste, laissant le soin aux anciens propriétaires ou aux ayants droit de faire eux-mêmes les démarches de recherche et de prouver leurs droits sur tel ou tel MNR. Mais depuis une dizaine d'années, les choses ont changé. Ce sont désormais les musées qui enquêtent de manière proactive pour enfin restituer ces œuvres. Souvent, le manque d'archives mène à une impasse, mais il y a aussi de belles histoires. C'est vraiment un des plus beaux cas de ces dernières années de restitution de 2 tableaux MNR. Ce sont ces 2 natures mortes que vous voyez ici, celle-là et celle qui est de l'autre côté. Ce sont 2 tableaux flamands du début du XVIIe siècle. Et là aussi, on butait. C'était vraiment très compliqué de comprendre. Là je vous montre ces documents d'archives qui sont très émouvants aussi. C'est le moment de la spoliation. Donc ici, on a l'ERR qui a saisi une liste de 4 tableaux. Et on a le nom en fait, de la famille, une famille qui s'appelle Juralides et une adresse 5 rue Maubourg. Les tableaux reviennent en France, personne ne les demande, ils ne sont pas restitués. On décide de les garder, ils deviennent donc MNR, ce sont 2 tableaux MNR. Et on ne comprend pas. En fait, lorsqu'on en a fait à partir des années 90, lorsqu'on a travaillé un petit peu, on a commencé à reprendre ce dossier Juralides, on s'est rendu compte que c'est un nom qui n'existe pas. Et l'adresse non plus, 5 rue Maubourg, elle n'existe pas à Paris. C'est seulement très récemment qu'on a essayé de reprendre à fond toutes les pièces du dossier. On a compris que c'était vraiment cette famille-là, les Javal, qui avait été spoliée de ces 2 natures mortes. C'est une belle histoire puisqu'on a pu reprendre contact avec eux. Vous avez retrouvé les descendants? Alors, il y a eu un énorme travail de la part des généalogistes de France qui nous ont aidés pour retrouver tous les ayants droit de cette famille. On arrive pratiquement à une centaine de personnes, c'est absolument considérable. Que faire? Comme vous êtes une centaine d'ayants droit, on ne peut pas découper le tableau en 100 morceaux. Donc généralement, les familles vendent et les ayants droit ont décidé de faire un geste en mémoire des membres de la famille qui avaient été arrêtés, envoyés à Auschwitz et assassinés à Auschwitz. Et donc ils ont décidé de donner ces 2 tableaux en mémoire des 5 membres de la famille disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils se sont dit que finalement le Louvre, où ces tableaux avaient vécu pendant 70 ans, pouvait être le gardien de cette mémoire. Et donc c'est beau parce que, je veux dire, tant que le Louvre sera debout, ces œuvres-là seront témoins de ce drame. C'est peut-être un peu personnel comme question, mais est-ce que vous avez échangé avec les descendants et quelle était leur réaction quand vous leur avez annoncé que vous aviez retrouvé, que ça appartenait à leurs parents? Alors c'est quelque chose de très émouvant, effectivement. Ils ignoraient de l'existence de ces tableaux-là. Et pour eux, ça a été un moyen d'abord de reconnexion des différentes branches de la famille. On les a tous invités ici le jour de la donation. Il y a eu une grande célébration familiale qui était extrêmement émouvante. Ces restitutions n'auraient pas été possibles sans le précieux travail de Rosevalent.
Elle a consacré la plus grande partie de sa carrière à retrouver les œuvres spoliées et à collecter toutes les informations permettant, un jour, de restituer les MNR. Son expertise et son engagement sont salués par ses anciens collègues des Monuments Men ou par Michel Debré, futur Premier ministre de De Gaulle, qui voit en elle l'un des meilleurs fonctionnaires de l'administration. Elle reçoit aussi de nombreuses récompenses, comme la médaille de la Résistance ou le grade d'officier de la Légion d'honneur. Mais son obstination lui attire aussi une certaine hostilité. C'est l'une des dernières à exiger réparation pour les victimes spoliées. En mettant l'administration des musées face à ses obligations, elle agace et dérange. Elle est victime de campagnes de dénigrement et de plus en plus placardisée. Aussi, pour ne pas que la question des restitutions sombre dans l'oubli, Rose Valland prend les choses en main. Elle raconte ses années d'espionnage dans son livre Le Front de l'Art, publié en 1961. Elle participe également à l'écriture du scénario du film Le Train et se rend disponible pour la promotion du film, y voyant un moyen de médiatiser les spoliations nazies et la protection des œuvres d'art. Elle prend sa retraite en 1968 à l'âge de 70 ans et s'isole avec sa compagne, Joyce Earl, qu'elle a rencontrée pendant la guerre. Incapable d'abandonner l'œuvre de sa vie, elle poursuit bénévolement ses enquêtes dans les archives. À son enterrement en 1980, aucun officiel de l'État ne fait le déplacement. Les 2 décennies suivantes, le nom de Rose Valland sombre dans l'oubli. Il faut attendre la toute fin des années 1990 pour que les actions menées par l'association La Mémoire de Rose Valland commencent à porter leurs fruits. Dans la valorisation post-mortem de Rose Valland, il y a quand même quelques lieux aujourd'hui pour rappeler sa mémoire, qui sont d'ailleurs justement collés au Jeu de Paume, qui sont juste à côté. Donc on a vu tout à l'heure, il y avait une plaque à son nom. Et ici, il y a une terrasse Rose Valland, donc qui est, comme je disais, collée au Jeu de Paume, et qui est au niveau des jardins des Tuileries et qui mène jusqu'au Louvre. Donc bon, c'est pas un boulevard, mais la symbolique est sympa. Aujourd'hui, le nom et le travail de Rose Valland sont très reconnus, notamment dans le domaine de recherche de provenance. Sa quête de justice est poursuivie par de nombreux professionnels de musées, comme Vincent Delieuvin et ses équipes. Car la préservation du patrimoine culturel dans les zones de conflit n'est pas une question subsidiaire. Elle revêt une dimension symbolique puissante et sa destruction n'est jamais anodine. Nous l'avons bien vu au fil de l'histoire lors des différentes entreprises coloniales et plus récemment en Syrie avec la cité de Palmyre, lors de la guerre en Ukraine et du génocide à Gaza. Parce que ne pas oublier l'art dans les moments les plus sombres, c'est comme l'écrivait Rose Valland, tenter de sauver un peu de la beauté du monde.